France protestante. Philippe Bilger les soumet à la question. Michel Drucker, même si la question peut apparaître surprenante, auriez-vous la gentillesse de vous présenter? Que faites-vous aujourd'hui? Alors, je suis un homme de télévision, je suis un passeur, je transmets ce que je sais aux autres et je fais de la télévision depuis 61 ans. Voilà, et je m'appelle Michel Drucker, comme le docteur Drucker. Voilà, je suis originaire de l'Europe de l'Est, de Bukovine, qui est la partie ukrainienne de la Roumanie. Et je suis né en 1942 et mes parents ont été naturalisés en 1937-38 à l'époque du Front populaire, voilà, de l'époque de Blum, de la SFIO, de Guy Mollet. Voilà, mes parents... Ma mère est viennoise d'origine. Elle est née à Vienne, elle était née à Vienne. Et mon père, Abraham Drucker, venait de Czernowitz, où il a fait sa médecine. Et à cause du numerus clausus, il a attendu d'être naturalisé pour exercer en France. Ça a mis beaucoup de temps, ça a mis 7-8 ans. Et donc, ils ont été naturalisés à cette époque-là. Pour la jeune génération qui nous écoute, cette gauche-là est une gauche qui n'a rien à voir avec celle de maintenant. Le Front populaire de Blum, c'était autre chose. C'est les premiers congés payés, c'est les premières vacances pour les ouvriers. Le monde ouvrier découvre la mer, pendant que le Johnny Hallyday de l'époque et Charles Trenet chantent « Il y a de la joie ». Et donc voilà, je viens de loin. Je suis donc un Ashkénaze, donc quelqu'un d'angoissé, quelqu'un d'anxieux, parce que la différence entre les deux diasporas, entre les séfarades et les Ashkénazes, c'est que les Ashkénazes, ils viennent des brumes de l'Europe centrale, et ce sont des gens pas toujours doués pour le bonheur, anxieux, et j'ai grandi dans cette atmosphère-là. Mon père était médecin de campagne, le vrai médecin de famille. Il ne pensait qu'à ça. Ma mère était au départ infirmière, et ils sont arrivés. Une partie de la famille a émigré en Israël, une autre aux États-Unis et une autre en France. Voilà, moi je suis la partie française. Pour que ma présentation soit complète, j'ai 2 frères. J'en ai un qui a disparu tragiquement il y a 23 ans, qui était Jean Drucker, brillant énarque, qui a un passage très remarqué dans le monde culturel de la télévision. Il est sorti de l'ENA, il est au ministère de la Culture, c'était à l'époque d'André Malraux, et il a eu comme ministre M. Duhamel, qui a laissé un grand souvenir, qui était un grand ministre de la Culture. Ça, c'est mon frère Jean. Et puis, il a fait son service militaire en Iran, en sortant, avant d'attaquer l'ENA. Et mon autre frère Jacques, alors mon frère Jean, pour situer ça pour vos auditeurs, il est le papa de Marie Drucker, qui elle aussi fait de la télévision. Et mon frère Jacques, le jeune, brillant étudiant en médecine, professeur de santé publique, interne des hôpitaux, conseiller scientifique à l'ambassade de France à Washington, est un brillant sujet. C'est le papa de la comédienne Léa Drucker. Et au milieu, il y avait moi. Voilà, l'autodidacte complet, le sans diplôme, qui s'est fait tout seul, comme l'on dit, le self-made man, qui a découvert le monde de la télévision à 20 ans. Et j'y suis depuis 62 ans, puisque je vais entamer ma 62e année de télévision l'année prochaine. Et voilà, et pour être complet, j'ai 83 ans. Et je ne me lasse pas de ce métier qui est ma passion. Je suis l'auteur d'une dizaine de livres, dont un qui avait été un best-seller, « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?»
qui a été un film. Et le dernier, c'est l'actualité qui vient de paraître il y a 2 mois chez Albin Michel, qui était Avec le temps. Car j'ai toujours été fasciné par la durée. Et ce livre, c'est une réponse à toutes les questions qu'on me posait tous les jours, dans la rue, dans les aéroports, quand je me promène. Comment avez-vous fait pour être encore là aujourd'hui? 61 ans de carrière et plus, c'est le livre des records. Comment avez-vous fait? Car vous n'avez pas l'air encore d'un vestige pittoresque, vous n'avez pas l'air d'un vieillard, et on ne peut pas imaginer que vous avez cet âge-là, vous êtes encore très jeune. Donc on m'a tellement posé la question, qu'on me la pose tout le temps également, c'est que je me suis dit, et si je me la posais moi-même? Donc j'ai décidé de m'interroger, moi, et d'essayer de comprendre comment j'ai pu faire pour traverser le temps, pour donner du temps au temps, pour employer une phrase de François Mitterrand, et comment m'inscrire dans la durée. Car quand je suis rentré à la télé à 20 ans, 21 ans, la seule chose qui me préoccupait, c'est est-ce que j'y serais encore dans 50 ans, dans 60 ans. Et un de mes patrons, qui était Léon Zitrone, qui était la grande figure de la télévision des années 60, 70, qui était l'homme de la télévision, Monsieur Télévision. J'ai été son assistant. Les hasards ont voulu, car le hasard a joué un très grand rôle dans ma vie. Mais bon, c'est très lelouchien tout ça. J'ai découvert, après 8 mois de stage, rue Cognac-G, qui est là où tout est né, cette petite rue du 7e arrondissement, près du Quai d'Orsay, auprès des Invalides, le 15 rue Cognac-G. J'ai fait un stage. J'ai terminé mon service militaire. Les hasards de la vie ont beaucoup compté pour moi. D'abord, c'est grâce à l'armée, si je suis à la télévision, car j'ai fait mon service militaire dans l'armée de l'air à Compiègne, au camp de Royalieu de triste mémoire, qui était un camp d'internement avec Drancy. Les premiers wagons plombés qui sont partis pour les camps sont partis de Compiègne. Et c'est là où j'ai fait mon service militaire. Et hasard de la vie, hasard tragique de la vie, c'est que 18 ans plus tard, c'est pas beaucoup. 18 ans après, je suis dans 42, 18 ans après, et 18 ans après mon père, parce que mon père a été interné à Compiègne et à Drancy, où il était médecin. Et 18 ans après, j'ai découvert que j'ai fait mon service militaire dans l'infirmerie de mon père. C'est-à-dire, j'ai passé 1 an dans le stalag, dans le baraquement où était mon père. Voilà. Donc, pour répondre à votre question complètement, je suis un homme des Carpates, un homme de l'Est, et qui ne remerciera jamais assez la France d'avoir fait français mes parents. Michel Drucker, vous avez évoqué François Mitterrand. Lorsqu'il a été élu président de la République, il s'est tourné vers son épouse en disant « Mais quelle histoire !» Quand vous vous penchez sur votre passé, vous pensez la même chose? Quelle aventure! Quelle aventure, oui, quelle histoire! Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle n'est pas finie, car j'ai encore des projets pour des années. Mais puisque vous parlez de François Mitterrand, pour vous situer un peu mes rapports avec ma famille, Monsieur Macron m'a remis l'insigne de commandeur de la Légion d'honneur il y a 1 mois. Et j'avais pris beaucoup de recul là-dessus. Moi, ça m'épatait pas tellement, tout ça. Mais pour être commandeur de la Légion d'honneur, il faut d'abord être chevalier et officier. Et j'avais oublié que dans une autre vie, au cours du dernier septennat, François Mitterrand, de son dernier septennat, Mitterrand m'avait décoré de la médaille de chevalier, et M. Chirac plus tard d'officier. Et donc, M. Macron m'a dit la même chose. Il a voulu que je le connaissais pas. Je connaissais sa femme. J'avais un projet de télé avec elle, puisque mon bureau était derrière l'Élysée, donc je les voyais souvent. Et un jour, il m'a dit, il a dit qu'il aimerait bien que je vienne l'accompagner dans un voyage officiel à l'étranger. C'était au Tchad. Je comprenais pas pourquoi il voulait. Enfin, je connaissais pas du tout. Et puis, on est parti pendant 2 jours et 2 nuits au Tchad. J'étais dans l'avion du président et pas dans l'avion de la presse et des conseillers scientifiques ou des conseillers
pour la défense qui suivait pour parler des relations commerciales et militaires que nous avions à l'époque sur l'opération Barkhane, où c'était très dangereux d'aller là-bas. Donc on est allé au Tchad, et l'avion avait à peine décollé de Villacoublay, l'avion du président. Je lui ai dit, mais Monsieur le Président, pourquoi je suis là? J'avais 2 questions à lui poser qui terminaient une émission que j'avais fait 8 jours avant à Abidjan, qui passait à Noël, où on avait amené sur la base d'Abidjan beaucoup d'acteurs, de chanteurs qui venaient pour offrir une grande soirée festive aux soldats loin de chez eux. Et le président terminait l'émission par un petit message de vœux aux soldats français loin de chez eux en ce jour de Noël. Et il n'était pas à Abidjan lorsqu'on avait enregistré cette émission à Abidjan, mais il était au Tchad. Donc on m'avait dit, écoute, il y a 2 questions à poser au président, et il voudrait que ce soit toi qui lui pose. Mais il est à Djamena. Donc je suis allé à Djamena, et j'avais simplement 2 questions à lui poser devant un rafale. Monsieur le Président, quel est le sens de votre visite ici? Et quel est le message que vous avez adressé aux soldats loin de chez eux en ce jour si particulier de Noël? C'est tout. Je pensais qu'un journaliste africain ou tchadien ou d'un journal télévisé qui suivait dans l'avion de la presse lui poserait des questions, il voulait que ce soit moi. Et la question qu'il m'a posée, c'est: quelle aventure que la vôtre, quelle histoire, comme Mitterrand. Et il a voulu savoir, au bout d'un quart d'heure, je dis, mais pourquoi je suis là? Il me dit, voilà, on va d'abord se tutoyer. Je dis oui, il avait 5 ans de moins, c'était en pleine bagarre des Gilets jaunes. Et donc, il m'a dit, voilà, je sais tout sur toi, mais je voudrais que tu me racontes. Je voudrais d'abord, comment tu as fait pour être encore là? J'ai vu que tu étais là sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Mitterrand, sous Hollande, Sarko, et maintenant moi. Tu as tout vu de ce qui s'est passé. Et en matière de télévision, je voulais que tu me racontes les relations entre l'exécutif, entre l'Élysée, le pouvoir et la télévision. C'était une bonne question parce que moi j'ai vécu ça mai 68, et c'est la télévision en grève qui était un petit peu à l'origine du départ du général, puisque il y a eu mai 68, c'était court mais violent, et il n'en est pas sorti intact. Et puis après, il y a eu ce référendum où les Français lui ont dit non à une question qui n'était pas évidente, etc. Et il est parti. Donc je lui raconte tout ça. Quelle aventure! Je dis oui, j'ai pas vu le temps passer, mais c'est vrai que je viens de vivre, c'était il y a 5 ans, 55 ans, assez incroyable. Et il y a 5 ans de plus maintenant. Il a voulu tout savoir sur les relations entre le pouvoir, l'exécutif et la télé. Et je lui raconte quelque chose qui l'a fasciné. D'ailleurs, à chaque fois que je l'envoie, il m'en parle. Je dois aller avec lui. Il m'a demandé si j'acceptais de venir à nouveau envoyer une visite d'État en voyage avec lui à l'étranger. Donc je vais y aller, je sais pas quand, mais avant la fin de son mandat. Et je lui dis, tu sais, pour te donner l'état des relations exactes entre De Gaulle, l'exécutif et la télévision, bien ben voilà, le général considérait que c'est sa télévision, que c'est son journal, et que c'était sa télévision qui roulait pour lui uniquement. Quand il y avait une conférence de presse, c'était Michel Droit à l'époque qui posait des questions. Il avait des questions avant, etc. Et dans les conférences de presse auxquelles j'assistais, j'avais 22 ans, il y avait au premier rang tout son gouvernement. Il y avait Papon, il y avait Giscard, il y avait les grands barons du gaullisme qui étaient là. Couve de Murville. Couve de Murville, bien entendu. Il y avait également ce colosse des maires de Guérande, Olivier Guichard. Enfin, il y avait tout ça, et j'entendais déjà parler de jeunes amis de 30 ans qui étaient Balladur et Chirac. Et puis, je lui dis,
il y avait Perfit qui était le ministre de l'Information, et patron du SLI, le SLI, c'était le service de liaison interministériel de l'information. En 2 mots, il était le rédacteur en chef du journal. Et Perfit envoyait son directeur de cabinet tous les jours à 16h30 pour visionner les sujets du 20h. Et qui était là pour le recevoir? Le gamin, c'était moi. Alors, c'était fascinant. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a? Les grèves à Saint-Nazaire, trop long. Le sujet sur la CGT, trop long, beaucoup trop long. La grève des ouvriers, trop long. Et à la fin, il restait pratiquement plus rien pour le journal. Je dis, oui, mais monsieur le préfet, c'était un préfet qui était là. Si le journal fait une demi-heure, vous allongerez la météo, vous allongerez les sports, et vous parlerez du beau temps, etc. Très bien. Mais ce qui était plus extraordinaire, c'est que le conducteur du journal, le général, voulait l'avoir sur son bureau à 19h. Et qui tapait le conducteur du journal? Un gamin, que c'était Michel Drucker. Et ensuite, il y a eu l'arrivée du prompteur. Alors, le prompteur, il n'était pas aussi sophistiqué que ceux de maintenant. C'était une pancarte. Et on se passait les pancartes avec les lettres très grosses. Et c'est moi qui faisais ça. Et puis, il était absolument sidéré. Dans les conférences de presse auxquelles j'assistais, planqué dans les doubles rideaux de la SFP, des techniciens qui réalisaient ça, en espérant qu'on ne me découvre pas, j'étais jeune stagiaire, et le général, sans une note, rien, le général répondait à des questions qu'on ne lui avait pas posées. C'était extraordinaire. C'est-à-dire, il venait, il disait « Monsieur Ferniaud, Monsieur Levaille, vous m'avez demandé... » Ils n'avaient rien demandé. Donc, c'était assez fascinant. Donc, j'ai beaucoup appris à cette époque-là, et j'ai découvert le monde politique grâce à une productrice qui s'appelle Michel Arnaud, qui était une chanteuse assez intello, très influente, qui était productrice d'émissions de Jean-Christophe Averty, Les Raisins Verts, qui avait découvert Jean-Christophe Averty, et qui était très influente politiquement. Elle a bien connu Mitterrand. Oui, justement. Alors, elle était chanteuse dans un cabaret qui s'appelait le Miller-Larsouille, tenu par son dernier mari. Et au premier rang, dans ces années-là, dans les années 50, il était déjà sous-secrétaire d'État. Il y avait toujours 4 soirs par semaine, 2 copains qui étaient là, inséparables, Mitterrand et M. Rousselet, André Rousselet, qui n'était pas encore chez Simca. Et Mitterrand était très amoureux d'elle. Et lorsqu'elle m'a engagé, moi, elle voulait engager un jeune présentateur pour faire une émission de jeunes. Alors, elle m'a engagé, moi, elle m'avait vu, elle était impitoyable, extrêmement dure, très très dure, mais j'ai beaucoup appris avec elle, mais très dure, vraiment vacharde. Et elle me disait, bon, je vous ai vu à la télévision l'autre jour, vous faites un peu province, vous êtes reporter sportif, je cherche quelqu'un pour présenter du divertissement, donc il faudra vous relooker d'abord. Donc elle m'a amené chez un couturier qui s'appelait Renoma. Je suis ressorti là avec une veste verte, des cravates tricolores et une chemise rose. Quand je suis revenu au service des sports, entre Couder, Chapat et Zitron et les autres, et Thierry Roland, ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Mais j'ai beaucoup appris. Et un jour, elle me dit, Drucker, elle habitait à Orvilliers. Et venez prendre le thé à la maison dimanche, vous ouvrirez grand vos yeux et vos oreilles, et vous verrez. Il y aura du beau monde, et c'est bien que vous sachiez qui ils sont. Je devine. Voilà. Et là, il y avait donc Pierre Lazareff qui habitait pas loin, le patron de François. Il y avait Guy Béard qui était toujours là. Et il y avait donc Pompidou. Pompidou qui était son voisin. Sa propriété juste à côté. Pompidou qui arrivait avec une Porsche. Il était Premier ministre, mais quelques années avant, il était chez Rothschild, avec son mégot, ses grands sourcils et une Porsche. Et Madame Pompidou, qui était très élégante. Et donc, je découvre tout ça. Je me présente, je suis stagiaire, etc., Michel Drucker. Et à un moment donné, j'entends, mais Édouard et
et Jacques ne sont pas là, je comprends que c'est Édouard Balladur et Jacques Chirac. Et je me souviens que Marie-France Garot, qui était une femme extrêmement puissante, qui était un peu le manager, entre guillemets, de Chirac, qui était une femme très dure également, très importante. Et elle disait non, Jacques, il doit être en Corrèze, au cul des vaches, ou à moins qu'il soit chez Pierre Juillet, qui avait des moutons près de Guéret. Et quant à Édouard, il doit fumer ses cigares avec ses cachemires. Et je me souviendrai toujours parce que des années après, les amis de 30 ans, au moment de la présidentielle, j'ai repensé à tout ça. Donc j'ai découvert un peu le monde politique grâce à elle. Et elle m'avait dit une chose incroyable, elle m'avait dit, vous savez, dans ce métier, c'est un métier où tout le monde dit du mal de tout le monde. Le monde politique, c'est comme ça, mais dans tous les métiers, c'est ça. Et des ragots, vous entendrez beaucoup. Si vous entendez, par exemple, que je suis la maîtresse du Mitterrand, c'est vrai. Et donc, elle m'annonce qu'elle était la maîtresse de Mitterrand. Et quand j'ai revu Mitterrand, quand il m'a décoré, il m'a dit, mais nous avons une femme en commun. Je dis, oui, en tout bien, tout honneur, monsieur le Président. Et donc, il était très amoureux d'elle. Et entre Mitterrand et Pompidou, c'était une des femmes les plus puissantes de la télévision. Vous savez, à la télévision, il y a des femmes qui ont joué des rôles très importants. Il y a l'épouse de Mitterrand, qui était plus exactement la belle-sœur de Mitterrand, qui était très importante. Gouge Rénal. Productrice très célèbre. Christine Gouge Rénal, qui était la demi-sœur de Madame Mitterrand. Roger Hanin, évidemment. Navarro, qui renseignait Mitterrand sur tout ce qu'on disait sur lui dans Paris. Et c'est ce monde-là que j'ai connu très tôt. En plus, comme mon frère Jean a fait l'ENA, j'ai découvert la génération qui a suivi. Donc le monde politique, j'ai découvert assez tôt grâce à elle. Mais elle était très très dure. Et grâce à elle, j'ai rencontré que des inconnus qui s'appelaient Paul Naref, Gainsbourg, qui s'appelait encore Gainsbourg, qui était peintre, qui était son pianiste au Miller-Larsouille. J'ai rencontré Vasarely, qui avait fait la façade d'RTL, rue Bayard. Et j'ai rencontré beaucoup de gens importants. Et j'ai rencontré Sylvie, Johnny, Françoise Hardy, Eddie Mitchell et tous ces gens-là. Et Barbara. Bon. Et elle était impitoyable avec moi parce que elle me faisait refaire plusieurs fois des prises devant tous les gens du métier. Je me souviens un jour, on présentait Hugo Frey, qui parlait de Bob Dylan, lui qui avait francisé le répertoire de Dylan. Et le lancement, c'était très court. Hein. On va maintenant écouter Hugo Frey, qui vient de chanter une chanson de Dylan, etc. Et elle appuyait sur le bouton, et devant tout le monde, elle disait, Drucker, on va la refaire, hein. Changer de ton. C'est pas le ton. C'est pas Bordeaux, Cabadus, Saint-Étienne, là, si vous parlez d'autre chose. Et un jour, elle me dit devant tout le monde, dites-moi, Michel, rappelez-moi de vous offrir un dictionnaire des synonymes pour Noël. Donc, c'est une peau de vache, mais qui m'a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Michel Drucker, tout à l'heure, vous avez évoqué le rôle dominant, par exemple, d'Alain Perfit lorsqu'il venait dicter le contenu des programmes. Comment expliquez-vous que les médias de l'époque et les journalistes de l'époque n'aient pas eu le minimum de dignité pour dire « c'est à nous de faire ce travail » ? À votre avis ? Il avait une personnalité écrasante. Il y avait deux personnalités écrasantes parmi les présidents de la Ve République que j'ai connus, De Gaulle évidemment, et Mitterrand. Mitterrand glaçait tout le monde. C'était l'anti-Chirac, l'anti-Sarko, anti-Hollande. Il glaçait tout le monde. Et d'ailleurs, intellectuellement, il était au-dessus des autres, Mitterrand. Comme l'était Pompidou. Pompidou, qui était professeur au lycée d'Albi, professeur de lettres, normalien, brillantissime. Et les journalistes s'écrasaient parce que ils avaient peur, tout simplement. Ils avaient peur parce qu'ils
ils avaient peur pour leur carrière parce que d'un trait de plume, je me souviens que tout le monde oublie, mais Couve de Murville n'a pas été seulement un grand ministre des Affaires étrangères, il a été également Premier ministre à un moment donné en mai 68. Et c'est lui qui a été l'exécuteur des bases œuvres, c'est lui qui a fait la liste avec le général des gens qu'il fallait mettre à la porte parce qu'ils avaient fait grève. Et j'en faisais partie. Et donc j'ai découvert ce que c'était que le monde syndical en mai 68. Et bon, on libérait l'ORTF, on se prenait tous pour Guevara, parce que la télévision était évidemment à sens unique. Donc on défilait dans la rue. Moi je défilais à la Bastille avec Signoret, avec Ferrat, avec Yves Montand, avec tous les syndicats de l'époque. Et là où j'ai découvert la fragilité de ce métier, que la télévision c'est un miroir aux alouettes, c'est un faux vedettariat, c'est ce que j'écris dans mon livre. Et Michel Droit, rendez-vous compte que les journalistes envoyaient leurs questions en général la veille. Plus les conseillers qui étaient là, tout le monde tremblait. Mais cela dit, ça a coûté cher au général, parce que la télévision s'est mise en grève, ça a explosé. C'était le grand moment des radios dites périphériques, où RTL et Europe 1 se tiraient la bourre sur les barricades. C'était un moment très important, mais finalement, mai 68, ça a été très parisien, dans la France profonde. Bon. Mais ça a duré quand même suffisamment, jusqu'au jour où la France s'est mise en grève complètement. Cohn-Bendit, tout ça a été récupéré par le pouvoir politique de l'époque. Et dès que les pompes à essence seraient réouvertes, c'était à l'époque de la Pentecôte, ça a été fini. Il y a eu un vote au Parlement. C'était un raz-de-marée de droite. Ça s'est terminé comme ça. C'est comme ça que j'ai connu Cohn-Bendit, Sauvageot, Gesmar et tout ça. Ça veut dire, Michel Drucker, j'aime bien revenir sur ce thème, l'univers médiatique n'est pas courageux. Non. Alors cela dit, ça a beaucoup changé depuis, sauf que ça n'a pas tellement changé parce que maintenant c'est le privé, ce sont les hommes d'affaires qui ont acheté des groupes, ce sont des grands financiers qui en général possèdent également des journaux, des radios, etc. Et c'est vrai que je me souviens que j'ai beaucoup de copains qui m'ont demandé conseil, qui voulaient tenir tête à tel, à tel, à tel, et au patron. Je dis, écoute, il faut que tu saches que dans le privé, l'actionnaire a toujours raison. L'actionnaire aura toujours raison. À l'époque, il n'y avait pas le privé, le pouvoir politique avait toujours raison. Et c'est vrai que ça a mis des années. La télévision a mis des années avant de se détendre, si j'ose dire, et avant de... Il y a des émissions aujourd'hui qui n'auraient pas tenu 8 jours. Les guignols de l'époque, c'était les chansonniers. Et les chansonniers, De Gaulle les a arrêtés en 3 semaines, 15 jours. Maintenant, il y a eu les guignols, il y a eu Canal, il y a eu une grande liberté. Les humoristes, je sais qu'il y a toute une génération d'humoristes qui ont eu du mal. Moi, je me souviens que je prenais souvent Ferrat, qui était un homme de gauche, évidemment. C'était l'homme de la classe ouvrière, même s'il n'a jamais appartenu à aucun parti. Et je prenais souvent Bedos, qui était en liberté, qui était une grenade dégoupillée. Mais je tenais bon, et bizarrement, on m'a toujours laissé faire ce que je voulais. Je pense que j'avais un look sans doute rassurant. Et on se disait, non, avec lui, c'est... Comme disait Marcel Dassault, qui m'a un jour engagé pour faire des papiers dans le Jour de France. Marcel Dassault, patron de Jour de France, voulait que je fasse des critiques. Et il me dit, il parlait un petit peu comme ça, avec son grand manteau, parce qu'il avait toujours froid. Et ça, c'était un souvenir de la guerre. Et il me disait, bon, regarde, vous allez me faire des émissions comme vous le dimanche. Des émissions, des papiers bien cravatés, des papiers avec des pochettes, d'accord, comme vous. Et très bien. Et le jour où une actrice aura un grand nez, vous direz qu'elle a de beaux cheveux. Voilà le conseil de Dassault. Et puis un jour, parenthèse, je fais une critique sur un film. C'était de la propagande. Nous sommes tous juifs et arabes. C'était un film
Alors quand Dassault a vu qu'il y avait ça, non, j'ai pas eu droit à cette critique-là. Mais c'est une époque formidable où on pouvait apprendre son job. Et c'est une époque sans prompteur, sans Wikipédia, sans portable, sans évidemment intelligence artificielle, où il fallait tout faire soi-même. Michel Drucker, on vous a fait une réputation, je crois, justifiée d'être infiniment gentil dans votre activité professionnelle, et pourtant je vous ai entendu dire parfois, au fil des années, des choses sincères, dures sur certains de vos confrères. Ça veut dire que vous avez tout de même la capacité d'avoir la dent dure aussi. Vous n'êtes pas un gentil mou. Non, je suis un gentil lucide. C'est le mot qui me caractérise le mieux. D'ailleurs, vous verrez dans le livre Avec le temps, j'ai les yeux grands ouverts. Mais en réalité, on m'a trouvé toujours bienveillant et parfois trop copain avec les artistes, à la limite de la connivence, etc. Mais la réponse à ça, elle est très simple. C'est que quand on rentre dans ce métier à 20 ans ou 22 ans, qu'il y a une dizaine d'inconnus qui débarquent avec vous, qui s'appellent Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Claude François, Françoise Hardy, tous ces gens-là, et qui deviennent des vedettes, et qu'on grandit ensemble, on peut pas les allumer, c'est impossible. On peut pas allumer quelqu'un avec qui on a débuté, et c'est très difficile. Il me dit, mais qu'est-ce qui te prend? On peut pas. Je m'imaginais pas dire à Claude François et à Sardou, qu'est-ce que c'est cette chanson, elle est nulle. J'aurais pas pu dire à Claude François que c'est que cette voix. Donc, on peut pas. Donc, et comme je les ai reçus 10 fois, 20 fois, 30 fois, évidemment. Mais c'est aussi parce que je les connais bien, je connais bien leur famille, que j'ai une position particulière dans ce métier. Mais c'est vrai que je prends un exemple, 3 exemples. Bouvard, à ses débuts, tout le monde tremblait à l'idée d'aller chez Bouvard le samedi soir parce qu'il allumait tout le monde. Et tout le monde se disait, c'est un challenge. Je vais y aller et je vais m'en sortir. Ça a été pareil pour Fogiel, c'était pareil pour Ardisson. Et pour Ruquier aussi, à un moment. Et c'est vrai qu'un jour, Ardisson, par exemple, Thierry, qui a beaucoup de talent, beaucoup d'idées, comme tous les gens qui viennent de la pub, allumait tout le monde. Tout le monde. C'était sa marque de fabrique. Il fallait qu'il descende tout le monde. Moi, avec, évidemment, il disait toujours Drucker, il mène sa carrière comme un clerc de notaire. Bon. Et puis un jour, on nous a proposé de présenter le 60e anniversaire du débarquement. Une grande retransmission. Et on a dit à Ardisson, est-ce que ça t'ennuierait pas de le co-présenter avec Drucker? Il dit, mais Drucker n'acceptera jamais après ce que j'ai sorti comme horreur. Et moi, j'ai dit, aucun problème. J'avais déjà suffisamment d'autodérision. Donc on se rencontre, et je le vois tétanisé, car incapable de faire du direct. Il a toujours dit, le direct, il sait pas. Il sait pas, il est mal à l'aise, il faut beaucoup de fiches, prompteurs, il faut plein de prothèses autour de lui. Et là, c'était du direct. Il me dit, je peux pas. Alors la grande émission en prime time, c'est moi qui l'ai faite. Et lui, il a fait l'émission de la nuit. Au moins, il se disait, bon, il y a peu de gens la nuit. Et puis un jour, on a fait une émission qui s'appelait Les 100 plus grands, depuis le Sénat, où un sondage sur les 100 plus grands Français, qui avait été désigné par un sondage, et ils étaient tous dans l'hémicycle du Sénat. Et là, c'est du direct, parce que les résultats étaient en direct du sondage. Il le fait dans un état terrible, il le fait, et puis il me dit, tu sais, finalement, mais il a mis du temps, il a mis des 20 ans avant de dire ça. Il n'y a pas de honte à être bienveillant, je suis en train de me druckeriser. Et ça veut dire que sur la distance, on ne peut pas s'inscrire dans le temps si on fait des émissions piégeuses. Parce que le gars qui arrive sachant qu'il va se faire allumer, il perd déjà 50% de son efficacité. Et pour obtenir le maximum d'un invité, il vaut mieux le faire dans un climat de confiance. Mais cela dit, pour revenir à votre question, les journalistes, maintenant,
ils n'ont plus le pouvoir politique sur le dos, mais ils ont les actionnaires sur le dos. Les actionnaires, quand on est dans une chaîne ou dans un journal qui appartient au groupe Lagardère à une époque, qui appartient au groupe Arnaud ou à Bolloré, qu'on le veuille ou non, le pouvoir de l'actionnaire est très important. Michel Drucker, comment avez-vous fait, avec votre histoire personnelle, votre morale, les rapports que vous avez eus avec tous les pouvoirs, pour ne jamais tomber dans ce que j'appellerais un esprit partisan obtus? Non. Vous n'avez jamais été l'un de ces pétitionnaires compulsifs. Non. Comment avez-vous fait? C'était une stratégie d'intelligence, non, de morale? C'était pas une stratégie. C'était votre nature, tout simplement. Tout simplement ma nature, et puis parce que les opinions radicales, la plupart des pétitionnaires et des engagés, moi, ceux que j'ai connus en mai 68, on était tous de gauche. Hein. On défilait, on se prenait tous pour Guevara. Et quand on a fait grève, mon père, qui lisait Le Monde et Nouvel Observateur, m'a appelé en disant « Pourquoi tu t'es foutu dans ce pétrin-là? Qu'est-ce que tu as besoin de dire libérer l'ORTF et défiler contre le pouvoir en place ?» Il me dit « Je ne savais pas, moi, que Sheila était tellement engagée politiquement. Je ne savais pas que Claude François était vraiment très, très engagé, que Johnny Hallyday avait des opinions très tranchées. » Et tous ceux que j'ai connus à l'époque, j'en parle avec Cohn-Bendit, puisque Dany Leroux, j'étais la grande figure de mai 68. Moi, je me souviens, j'avais 20 ans et je voyais Jean-Paul Sartre sur les bidons d'essence haranguer les ouvriers de chez Renault, avec Simone de Beauvoir pas loin. Et toute cette gauche-là, intello, me faisait peur. Et j'ai fait une émission qui repassera peut-être un jour avec Simone de Beauvoir. Elle était dans les archives de l'INA. Elle me faisait peur, Simone de Beauvoir. Elle me faisait peur. Et elle avait dit, quand elle était prof de philo au Havre, je crois, qu'elle ne s'intéressait qu'au premier rang de la classe. Les troisièmes rangs l'intéressaient pas, et ceux qui étaient au fond. Donc j'avais peu de chance, moi, d'être dans sa classe, puisque j'étais au fond du radiateur. Et elle avait dit, c'est une femme inconnue à l'époque, qui s'appelait José Dayan, qui a fait parler d'elle depuis, avec Malka Rybowska, qui était une comédienne, avait fait un film sur de Beauvoir. Et c'est moi qui avais été choisi pour l'interviewer. Ce qui avait sidéré ma mère, qui était très à gauche, un peu bobo, intello. Elle était, aujourd'hui on dirait, elle était très Télérama, très Le Monde, mais le monde de Vian-Sans-Ponté, hein, le monde de Fontaine, le grand monde de l'époque. Et l'Observateur, Jean Daniel, etc. Plus après Télérama. Et quand ma mère a vu dans le supplément du Monde et l'Observateur que j'allais recevoir Simone de Beauvoir, elle était effrayée, elle m'a dit « Qu'est-ce que j'apprends? Tu vas interviewer Simone de Beauvoir? Mais qu'est-ce que tu vas lui dire? T'as rien lu dans ta vie ?» Je dis « Maman, je vais travailler, je vais lire les mémoires d'une jeune fille rangée, deuxième siècle, je vais me taper tout de Beauvoir et Sartre pendant 1 mois. » Voilà, tout simplement. Elle me dit « Mais quand même, t'es sûr que c'est pas une erreur? T'es sûr qu'elle va pas chez Chancel ou chez Pivot? » Je dis « Non, elle est chez moi. » Donc je vois de Beauvoir et tout son staff, tous ses groupies, et elle me dit bonjour. Écoutez, elle avait dit qu'elle connaissait un peu mon émission. Elle a dit oui, le petit, pourquoi pas le petit? Bon, il est bien gentil, il va pas m'agresser. Et puis je la vois, elle me dit écoutez, voilà, je suis content. Que ce soit dans votre émission que je passe, mais je vous préviens, je vous laisse faire le programme, mais je ne veux pas cautionner la télévision de Giscard. Je dis, vous inquiétez pas, madame, je vais vous faire du sur-mesure. Voilà. Ne vous inquiétez pas, il y aura Mouloudji, il y aura Saint-Germain-des-Prés, et il n'y aura pas Sheila et Claude François. Non, mais vous faites ce que vous voulez, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous faire une émission sur mesure. On va parler de l'époque, de Saint-Germain, de la Rose Rouge, enfin,
tous ceux qui ont bercé votre enfance et qui font partie de votre satellite. Et ça s'est plutôt pas mal passé, mais elle n'a pas voulu rencontrer les chanteurs. Elle a dit non, je préfère les chansons à part, mais je veux pas être là pour les chanteurs. Très bien. Et puis elle m'a envoyé un petit mot en disant que finalement c'était pas si mal, enfin, avec un mépris total. Vous en êtes bien sorti, jeune homme, c'est à peu près ça, quoi. Et puis elle me dit, vous savez, je découvre qui vous étiez là pendant la télévision, et depuis que j'ai fait votre émission, c'était déjà le dimanche après-midi, mais ça s'appelait pas Vivement Dimanche, ça s'appelait les Rendez-vous du Dimanche, c'était dans les années 75. Et elle me dit, écoutez, je vous remercierai jamais assez, parce que mon boucher que je vois tous les jours depuis des années, quand il m'a vu à la télévision, il a décidé de m'offrir des côtes d'agneau. Ah, c'est formidable. Et j'ai pas payé ma baguette non plus chez le boulanger. Je dis, écoutez, madame, je suis ravi. Donc, pour répondre à votre question, j'ai toujours été très, très lucide là-dessus. J'ai découvert le monde des grèves et le monde des centrales syndicales à l'époque de Valdez-Crochet, à l'époque de Ségui, la grande CGT de l'époque, et les grands syndicalistes de l'époque, il n'y a plus maintenant, les grandes figures. Et mon père, qui était un homme de gauche, comme beaucoup de gens venus de l'Est, mais la gauche, qui était la gauche de cette époque-là, hein, c'était Guy Mollet, jusqu'à Rocard, quoi. Et puis, bien entendu, Mendès France. Et c'est vrai que cette gauche-là, que tous les émigrés que nous étions, venus de Roumanie ou venus de Pologne, etc., ont découvert, c'était une autre gauche. C'est une autre gauche, parce que bon... Michel Drucker, j'ai été frappé en lisant votre excellent dernier livre par le fait que vous expliquez comment, de manière délibérée, tout jeune dans le métier, vous avez observé les gens et les pratiques et que vous avez mis en œuvre avec une sorte d'ambition presque naïve les règles et les principes. Très rare de la part d'une vedette comme vous d'avouer qu'elle a construit avec volonté et savoir-faire sa carrière. Vous pourriez nous en dire un mot ? Ah bien, d'abord, il y a les deux premiers chapitres, c'est qu'est-ce que c'est que la célébrité, qu'est-ce que c'est que la popularité, qu'est-ce que c'est d'être célèbre, et qu'est-ce que c'est d'être célèbre par la télévision, qui est un vedettariat très particulier, qui fait qu'en espace de quelques mois, votre visage est connu d'un pays entier. Et je me disais, il y a deux choses d'abord, pour se faire connaître. D'abord, se faire connaître physiquement. Se faire connaître par la voix, et mettre le bon nom, le bon nom sous le vrai visage. Si vous voyez par exemple, pour nos exemples, toutes les chaînes d'infos actuellement, j'y regarde beaucoup, il y a beaucoup de visages qu'on connaît, on ne connaît pas les noms. Très peu. Si vous prenez les chaînes d'infos aujourd'hui, bon, si vous prenez CNews, évidemment Pascal Praud est le plus connu, avec Lebray, avec ceux qui présentent les journaux, avec Laurence Ferrari, par exemple. Si vous êtes sur BFM TV, c'est voilà, à l'époque c'était Toussaint. Il y a quelques visages qu'on connaît bien, mais c'est très difficile. Donc d'abord, il faut physiquement. Alors pour se reconnaître physiquement, j'avais un copain qui s'appelle Jacques Vendroux, qui était le petit-neveu du général de Gaulle, qui est sur Europe 1 maintenant, qui était un cancre, un sale gamin, mais je suis resté son ami tellement j'ai ri avec lui. Il me disait, écoute, pour qu'on nous connaisse physiquement, c'est ce qu'on va faire. On va aller le jeudi matin. Il y a la grande réunion des actionnaires, la grande réunion conseil d'administration, tous les grands comptes de la télévision. On va faire mine de se tromper. On va arriver avec des cafés ou des yaourts sur un plateau et on se trompe. On va frapper. Stupeur. Oh pardon, excusez-nous. Et dans ta tête, tu comptes 4 ou 5 secondes, le temps que tout le monde ait le temps de te voir. Et qui était extraordinaire. Et on fait ça souvent. Et on se disait, il faut être là tout le temps.
Et quand on est là tout le temps, les gens s'habituent tellement à notre présence qu'ils finissent un jour par nous appeler par notre prénom et nous demander quelque chose. Et on avait surtout compris que être Grouillot, être le petit stagiaire du bas de l'échelle, s'il est là tout le temps, les grandes stars de l'époque vont se servir de lui pour faire les petits boulots. Et ça a pas raté. On distribuait le courrier de Pierre Desgroupes. Mon bureau est à côté de celle de Saint-Colonel, Desgroupes, du Maillet, Igor Barret. Ça, je connaissais par cœur. Je les connais. Les speakerines étaient à côté. Cognac-G était un petit espace où tout le monde se rencontrait. La plus drôle, c'était la méthode Bouvard. Et la méthode Bouvard est extraordinaire. Alors Bouvard, c'était Brisson, le grand patron du Figaro, et Bouvard, qui était petit par la taille, qui avait 16-17 ans, il distribuait le courrier pour gagner sa vie. Et Bouvard avait repéré que c'était Brisson, le grand patron du Figaro, allait soulager sa vessie tous les jours à 11h, entre 11h et 11h15, après la conférence de rédaction. Donc il s'est dit, tiens, si j'allais soulager ma vessie moi aussi à la même heure. Et pendant des mois et des mois, Bouvard à 11h arrivait. Vous imaginez la position verticale d'un homme qui se soulage la vessie. Et il arrivait à la hanche de Brisson, qui se penche un jour et qui dit, mais je vous connais, non? On se connaît, non? Je connais votre visage. Et Bouvard, sans se démonter, c'est monsieur le directeur, voilà, ça fait des mois et des mois que j'ai remarqué ça, donc je viens à côté de vous, en espérant que vous allez... Et Bouvard sort des toilettes, il appelle la DRH, il dit, il y a un gamin de 17 ans qui s'appelle Bouvard, qui est au service du courrier, vous l'amenez à la rédaction, c'est un grand journaliste, ça sera un grand journaliste. Donc, tous les moyens étaient bons, comme aussi, quand on est inconnu à la télévision, au début, on fait des commentaires off. On n'est pas à l'image, c'est des commentaires off. On appelait ça les commentaires cabine. De temps en temps, c'est le premier boulot. Bon, Drucker, cabine aujourd'hui, très bien. Tu fais quoi? Tu résumé du marathon de Paris et du championnat de France de foot. Cabine, très bien. Et on se disait, mais en cabine, comment se faire remarquer? Donc, il y a toujours le lancement. Alors, le présentateur disait, nous allons maintenant rejoindre Michel Drucker, ou Michel Drucker qui va nous commenter l'actualité sportive du week-end. Donc, il y avait premier lancement, Michel Drucker. Si c'est en direct, c'est à vous, Michel Drucker. Et si c'est en direct encore, merci, Michel. Ça faisait 2 citations. Et on avait remarqué que plus on entend son nom et plus on se fait connaître. Donc, on avait trouvé qu'un système également de faire mine qu'on n'entend pas, que la liaison est mauvaise. Allô, Michel Drucker? Donc, alors que ça marchait très bien, plusieurs fois on disait non, Michel Drucker m'entendait? Non, nous sommes coupés avec Michel Drucker, parce que la ligne est coupée. Ah, ça y est, on a retrouvé. À vous, Michel Drucker, 3 citations. Plus la citation, le jour où on avait 4 citations, c'était une belle journée. Et c'est comme ça qu'on se fait connaître. Michel Drucker, le temps passe trop vite avec vous. Et j'aimerais que vous me donniez un petit peu votre point de vue, même si heureusement votre activité professionnelle va se poursuivre et votre vie bien au-delà de vos problèmes de santé que vous avez surmontés. Quel est votre regard sur la société d'aujourd'hui et les médias d'aujourd'hui? Alors le mot qui revient tout le temps, c'est la violence. Moi, ce qui me frappe, c'est la violence. Dans mon livre, je parle d'un petit boulot que j'ai fait, sans que personne ne le sache. J'ai été visiteur de prison. Bénévole, mais je voulais connaître ça parce que je recevais beaucoup de lettres de prisonniers qui avaient la télé dans les cellules. Et dans toutes les prisons françaises, ça continue maintenant, il y a toujours un moment donné où quelqu'un de célèbre a la possibilité d'aller en prison. Ils font un petit sondage, qui voulez-vous recevoir? Et les détenus disent toujours, nous on voudrait bien que Johnny Hallyday vienne chanter. On voudrait bien que Pascal Obispo vienne chanter. Et en télé, c'était toujours mon nom qui revenait. Car j'avais été moniteur d'enfants difficiles. C'était mon premier boulot quand j'avais 16-17 ans sur la plage des Sables d'Olonne en Vendée. Et c'est d'ailleurs à cette époque, un peu plus tard, que j'ai connu Bruno Retailleau, Philippe de Villiers. C'est la Vendée, ça. Et donc,
la télévision a beaucoup changé, certes, mais c'est la violence. C'est-à-dire quand je pense que les gamins que je surveillais sur la plage des Sables d'Olonne, qui étaient une petite délinquance, qui de temps en temps ramassaient un portefeuille sur la plage, je ne le rendais pas. Et quand je pense que maintenant, les mêmes gosses à leur âge font des cartons avec des kalachnikovs dans la rue, c'est un peu Orange Mécanique, c'est le film de Kubrick. C'est la violence qui me frappe. La violence envers les maires. Les maires ne sont plus en sécurité. Le personnel pénitentiaire non plus. Les gens ont peur. Un rabbin maintenant se fait agresser dans la rue. Donc moi qui regarde ça, quand on ouvre un journal et on regarde la page des faits divers, c'est absolument incroyable. Sans parler des jeunes qui fuguent, qu'on retrouve morts, qu'on essaie de rechercher avec hélicoptère et on ratisse tout un département pour les retrouver. Le mal-être des jeunes, jamais il y a eu autant de fugues. Et il y a eu autant de gens malheureux parce qu'ils le sont chez eux, évidemment. Et donc ce qui me frappe, c'est la violence de l'époque. Mais tout est violent. Il suffit de voir, quand on voit Trump ou Musk, c'est la violence. Et sur le plan économique, ce sont des gens violents en plus. C'est ça qui me frappe. Donc c'est le sentiment d'angoisse et toute une génération de parents qui ont peur pour leurs enfants. Diriez-vous, Michel Drucker, que vous avez, si on peut dire, totalement réussi votre vie dans toutes les facettes auxquelles vous aspiriez ? Je parle même, si vous le permettez, de votre vie personnelle, puisque j'ai eu la chance de rencontrer votre épouse adorable, Dany Sabal. Qui a eu déjà une carrière avant moi. Absolument. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous éprouvez aujourd'hui, et ça n'est pas terminé, bien sûr, une plénitude de bonheur ? C'est-à-dire que j'ai toujours, c'est le livre d'ailleurs, et c'est la préface de Nathan Dever, j'ai toujours voulu durer. Quand je suis arrivé à la télévision, j'avais donc 20 ans, et le jour où je suis arrivé, c'était l'anniversaire de Léon Zitrone, le monstre de l'époque. Il devait avoir 47 ans, 48 ans. Et la première question que je lui ai posée, je me est-ce que vous pensez, M. Zitrone, qu'à votre âge, je serai encore à la télévision ? J'étais omnibulé par la durée. Et pas seulement par la durée professionnelle. J'aimais les familles qui durent, les amitiés qui durent, les amours qui durent, les carrières qui durent, et les santé qui durent. Ça, j'ai failli rater ça, puisque j'ai failli mourir 2 fois, mais je suis là. Et donc, la durée, je voulais réussir dans la durée sur le plan personnel. Une de mes grandes fiertés, c'est pas seulement d'être à la télévision depuis 62 ans maintenant, c'est d'être marié depuis 52 ans. Bon. Dans nos milieux, être marié depuis 52 ans avec la même femme, c'est le livre des records. Absolument. Et donc, j'ai voulu réussir ça. La durée, ça n'est jamais l'ennui pour vous. Non, pas du tout. Non. La durée, c'est... Et puis, de toute façon, c'est Aznavour qui était mon voisin en Provence, que je voyais souvent, qui était un de mes modèles, qui me disait « Michel, si vous voulez durer, soyez aussi inquiet quand ça marche pas. » Et d'une. Et deuxième, donc, ne dormez que d'un œil. Deuxièmement, physiquement, soyez toujours en forme. Et si vous pouvez, en plus, réussir votre vie personnelle. Et il y a des exemples dans le livre. Pas seulement dans le monde politique, encore que. Chirac n'aurait jamais fait sa carrière sans Bernadette Chirac. Madame Pompidou a joué un rôle très important dans la vie de son mari, Georges Pompidou. Dans le monde... Brigitte Macron n'a jamais fait... a fait pour son mari beaucoup. Et si vous prenez dans le métier... Pierre Perret, qui a 90 ans cette année, il est marié depuis 50 ans. Sa femme, Rebecca Perret, qui était comptable dans une maison de disques, surveille tout, veille à tout, à son confort. Céline Dion sans René Angélil, Lynn Renaud sans Loulou Gasté, évidemment, son mari. Annie Cordy sans Bruno, qui était un homme d'affaires qui s'occupait d'elle, de tout. Et c'est vrai que il n'y a pas de ma femme m'avait dit quand on s'est connus, il n'y a pas la place pour deux. Tu verras, il n'y a pas. Quand on est acteur, qu'on fait ce métier, si les deux travaillent 15 heures par jour, ce couple ne durera pas beaucoup.
Elle m'avait dit, mais à l'époque, écoute, je n'en souffre pas, mais j'arrête de tourner. Elle avait tourné avec Carnet, elle avait tourné avec De Broca, elle avait tourné avec Vernet, etc. Et elle m'avait dit, ramène de bonnes notes, je m'occupe du reste. C'est une chance énorme. Parce que dans tous les métiers, si on n'a pas quelqu'un de costaud à ses côtés, mais ça va dans les deux sens, hein. Dans les deux sens. Il y a aussi beaucoup j'ai cité des exemples de femmes, c'est le mari qui s'est effacé pour eux, et vice-versa. Et je crois qu'on ne peut pas faire ça tout seul, mais c'est très difficile. Pour une femme aujourd'hui, réussir sa vie, d'épouse, de femme, de mère, travailler en même temps, c'est extraordinaire, je ne sais pas comment elles font. Je sais pas comment les femmes font pour avoir 2 heures de trajet par jour, être ivre de fatigue, avoir un mari qui peut avoir aussi des problèmes d'emploi, élever des gosses, s'occuper de soi, c'est colossal. Elles sont beaucoup plus costauds que nous, hein. Michel Landrecker, encore une ou deux questions. Vous évoquiez tout à l'heure, à la suite de ma première interrogation, l'histoire de la famille Drucker. Oui. Je constate que cette famille, et je ne parle pas de vous, parce que votre modestie souffrirait, mais elle comporte des personnalités exceptionnelles. Et par exemple, vous avez évoqué Marie Drucker, mais je pense surtout à une actrice exceptionnelle, Léa Drucker, Oui, qui a déjà eu un César. qui est extraordinaire comme actrice et que j'ai qui connu, reste... qui venait dans les coulisses de Champs-Élysées demander un autographe à Johnny Hallyday. Elle reste d'une discrétion exemplaire. Et d'une modestie totale. Si je lui demande pas, je sais pas. De temps en temps, je vois un bus avec sa tête. Là, en ce moment, elle a un film qui s'appelle À contre-temps, je crois. Avec Lavenne, qui est un très bon comédien, qui était l'abbé Pierre au cinéma. Oui, elle joue, je l'ai vu, mais j'ai aussi une sorte d'Alzheimer artistique. Voilà, et le film s'appelle En tout genre, quelque chose comme ça. Si je vois pas sa tête sur un bus, je l'appelle, je me dis, oh, c'est un film qui sort. Oui, si je t'en ai parlé, tonton, souviens-toi. Et depuis, elle a tourné 2. Ouais. C'est une grande actrice. Elle est d'une modestie totale. Elle a une fille magnifique et elle a une vie absolument normale. Absolument normale. C'est-à-dire que elle fait ses courses, elle va au marché, elle vit normalement. Elle est mariée avec un jeune metteur en scène formidable. Elle a une petite qui est formidable. Elle m'appelle assez souvent. Elle m'a jamais rien demandé, jamais. Et très souvent, elle voulait pas. Quand elle a eu un César pour le coup de grâce ou ce film sur la violence, oui, qui était jusqu'à la garde, un truc comme ça. Oui, exactement. Elle a eu ce César. Ça n'a rien changé pour elle, rien. Michel Drucker, c'est ma dernière question. J'imagine le petit Michel Drucker, le jeune Michel Drucker, dont on n'imaginait pas, même de la part de ceux qui l'aimaient, le destin exceptionnel. Que diraient vos parents aujourd'hui de ce que vous êtes ? Quand François Mitterrand m'a remis la Légion d'honneur la première fois, il a fait un discours magnifique où il citait la famille, il connaissait tout. Et à la fin, il me dit, et Lola Scheffler, votre maman dont j'ai parlé, elle est là? Je dis, oui, elle est là. J'aimerais la saluer. Je dis, maman, je te présente François Mitterrand. Et elle lui dit, vous êtes fier? Un énarque, un grand médecin, et puis Michel. Hein? Comment vous vivez ce moment? Il dit, écoutez, Monsieur le Président, j'espère que cette médaille que vous avez accrochée au revers de sa veste sera pour lui un encouragement à progresser enfin. Et Mitterrand, j'étais à la télé depuis 30 ans déjà. Et Mitterrand m'a dit, avec une maman comme ça, vous n'aurez jamais la grosse tête. Et elle avait totalement raison. Mais mon père, quand mon père m'appelait, je faisais les Champs-Élysées. Je dis, comment ça va? Je suis fatigué. Il dit, t'es fatigué? T'as quel âge? 35 ans, t'es fatigué? C'est fatigant de présenter Sheila Claude François. J'ai fait 2 accouchements cette nuit. Tu sais combien ça gagne une infirmière? J'ai jamais oublié ça. Merci beaucoup, Michel Drucker.